Vous avez vu Ocean Drive? On mérite d'avoir une baie comme ça avec du sable, une salle de sport extérieure et puis des belles boutiques de devanture. Le DJ doit être un élément principal. Killers. Bonsoir Killers. Enchanté Philippe. Salut Juvan. Très heureux de t'avoir avec nous. Moi de même, ça fait plaisir. Alors, avant toute chose, comment on devient DJ? Alors la question c'est pas comment on devient DJ, mais comment toi tu te retrouves embarqué dans cette aventure? C'est une histoire assez longue et en même temps assez cool parce que, comme je te disais en off, mon père avait 7 frères et de mes plus tendres souvenirs et de ceux qui m'ont raconté, à 2 ans je les ai aidés à porter des caisses de vinyle à Balata quand ils faisaient des zouks dans la famille et tout, donc j'étais déjà intrigué par les gros CD, les vinyles. Et de famille, c'est des fêtards, tu vois. Ouais. En grandissant, les communions, les baptêmes, les événements familiaux, je me retrouvais toujours à regarder le DJ, le mec qui mixait et tout. Et je pense que c'était déjà implicitement dans ma tête. Et puis bon j'ai fait mes classes normales, l'école et tout, j'étais plutôt prédisposé au foot à la base. Mais comment tu te retrouves, parce qu'on devine que tu as commencé par animer des événements. Comment on se retrouve à animer des événements? Déjà, il faut du culot, sans doute. Et ça commence à peu près à quel âge? Ma première vraie soirée, je l'ai fait, j'avais 16 ans. Ouais. C'était un peu précoce, mais à l'époque, mon père avait eu un problème et ma mère avait une leucémie, donc ils n'étaient pas là. Donc, et ils étaient interdits bancaires pour la petite histoire. Bon, ça arrive dans toutes les familles. Et j'avais besoin de manger. Et j'avais besoin de m'acheter des jolies paires de crampons pour jouer au foot. Parce que j'étais au Pôle Espoir. Je jouais au Golden Star en senior. Et j'avais 16 ans. Il fallait que je... J'ai toujours aimé la mode et les belles choses. Et du coup, le foot, c'était important. Donc il fallait que je trouve le moyen. Et par la musique, on m'appelait, ouais, mais tu peux mixer nos bonhommes, nos anniversaires, nos trucs et tout. Et j'avais des potes avec qui on avait monté un crew, dont mon cousin Samuel Corentin, que je salue, qui s'appelait Mighty Mon à l'époque. On avait monté le Kamikaze Crew. Et donc du coup, l'un des mecs avait investi avec son père, qui avait les moyens, sur des enceintes. Moi j'avais mes petites platines que j'avais achetées avec mes primes de match. À l'époque c'était des Denon 2005 et tout. Et puis j'ai commencé à mixer comme ça des bonhommes, des baptêmes, des anniversaires. Et de fil en aiguille, des mecs plus âgés présents dans les événements. J'ai dit mais il a un truc lui. Et j'ai rencontré Djeda, DJ Djeda à l'époque. Parce qu'il travaillait à Intersport La Montagne et par rapport au foot, les présidents de club placent toujours les jeunes en stage et tout. Et on s'est rencontrés, puis après je suis venu le voir en soirée, et puis de fil en aiguille. Mais j'ai pas réalisé à quel moment je suis devenu DJ professionnel, jusqu'à temps que je me retrouve en 2010 sur la première partie du concert de La Fouine. Et là j'ai eu une espèce de wake-up, de voir au Stade Louis Achille, v'là le monde. Et je suis là en train de faire une première partie pour un artiste national, quoi. Et j'étais tout jeune et je jouais toujours en division d'honneur au foot, mais c'est de là que j'ai compris que tout ce que je faisais dans l'underground avec le Kamikaze Crew, à l'époque j'avais rencontré tous les artistes que vous voyez maintenant, Paille, X-Men, Paille je l'ai fait venir dans mon lycée pour la journée mondiale du sida. Donc tu veux dire que c'est une carrière finalement qui s'est dessinée au fil des rencontres sans m'en rendre compte. Pas quelque chose que tu avais programmé, prévu? Non, j'ai pas prévu d'être DJ professionnel. Moi, je me voyais comme le futur Ronaldinho, en vrai. Ceux qui m'ont vu jouer au foot savaient que j'aimais beaucoup dribbler. Ça m'a causé quelques graves blessures, mais... Et pour toi, cet événement, le concert, première partie de La Fouine, tu penses que ça a été un déclencheur? Ça a été un premier déclic parce que devant un artiste national qui big up mon set, et son DJ officiel qui était DJ Battle à l'époque, que je salue, qui me dit ouais t'es lourd toi, mais tu mixes pas comme tous les DJ locaux que j'ai déjà vus, tu mixes pas que dancehall, tu as un truc en plus, on voit que tu as fait l'effort, tu t'es habillé, et j'avais pas un rond à l'époque, mes parents ils n'avaient pas les moyens de m'aider. Ils ont toujours été présents psychologiquement, ils ont toujours été là, ils ont toujours été à l'écoute, ils m'ont jamais mis de barrière, ils m'ont toujours dit écoute ton instinct, sois une bonne personne, tant que tu es bienveillant, tant que tu ne fais pas de mal à ton prochain, tant que tu sens que c'est quelque chose qui te tient à cœur, fais-le, mais fais-le à fond. Donc finalement, tes parents ont joué un grand rôle. Ils auraient pu t'en empêcher. Ils auraient pu te dire non, c'est pas un métier, pourquoi tu fais ça, choisis, je sais pas moi, d'être enseignant. Ils t'ont laissé faire. Et pour toi, ça a été déterminant.
Alors, ils m'ont toujours dit que je peux acheter quelque chose et le revendre pour la même personne sans qu'ils se rendent compte. Donc ça, je l'ai pris en compte parce qu'ils m'ont dit que j'avais une grande faculté dans le business et en gros, j'étais débrouillard. Et je trouvais toujours une solution. C'est ce que ça voulait dire en gros, cette métaphore. Et ma grand-mère me disait « ou malin qu'on t'y singe ». Donc je pense que tous ces conseils-là, j'ai surtout été élevé par ma grand-mère parce que quand mes parents n'étaient pas trop présents, c'est ma grand-mère, père à son âme, qui est partie l'année dernière, qui a fait mon catéchisme, qui m'a donné des valeurs humaines et qui m'a toujours dit rien n'était possible à celui qui croit. Elle me répétait ça tout le temps parce que je lui racontais tout ce que je faisais. Et j'étais un peu son petit chouchou et tout. Et je pense qu'entre mes parents et ma grand-mère, ça a été deux piliers pour moi en termes de mindset, d'éducation, parce que j'aurais pu flancher. J'avais plein de copains qui étaient dans des trucs un peu chelous. Et ne pas avoir mes parents spécialement présents parce qu'ils avaient leurs problèmes à gérer. Et je pense aussi qu'ils m'ont laissé m'épanouir dans la musique parce que c'était un échappatoire pour moi et qu'ils voyaient que ça me faisait beaucoup de bien. En plus du foot, Alors, on l'a dit, il y a eu ce moment avec La Fouine. On va revenir sur les moments clés de ta carrière qui est déjà bien fournie. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un aspect. Quand tu prends la décision d'en faire ton métier, en préparant l'émission, tu dis « j'ai eu une approche de business ». J'aimerais que tu nous expliques ce que c'est que cette approche de ce métier-là comme d'un business. En fait, j'ai fait des études de marketing. Et du coup, tu poses toujours une espèce de croix. Là où tu es actuellement, là où tu peux arriver, là où tu veux arriver. Et la question, c'est comment. Il y a des étapes à passer. Et j'ai toujours été influencé par le monde un peu US. Tout ce qui est BT et tout. Je regardais les stars de l'époque comme Ja Rule, 50 Cent, Dr. Dre, Jay-Z. J'écoutais beaucoup d'interviews de ces gars-là. Donc, businessment parlant, ça m'avait déjà un peu, à mon insu, matrixé pour savoir comment je me voyais si je devenais un artiste. Pas un DJ. Un DJ, pour moi, c'est un artiste. Et quand je voyais les DJ, quand j'arrivais en soirée, quand j'étais mineur, mais bon, les videurs étaient gentils. Quand j'arrive à l'époque du Yuka, etc., et je voyais les DJ, ils étaient un peu au fond de la salle, quoi. Je me disais, mais non, c'est eux qui font tout le monde danser. C'est eux qui animent la soirée. Qui font l'ambiance. Le DJ doit être un élément principal. Et moi, j'ai toujours aimé la mode depuis tout petit, même si j'ai pas de gros moyens. Je coupais des t-shirts, je customisais mes chaussures moi-même pour arriver au lycée, au collège. Super stylé, mais pour me sentir moins bien dans ma peau. J'ai toujours été un peu solitaire aussi. Mais je me disais, bon, si je deviens DJ, en tout cas, si je fais ça, il faut que je le fasse à ma manière. Donc au début, j'étais un peu boycotté. Tu sais, aux Antilles, vous savez, aux Antilles, la différence crée l'éloignement en général. Parce qu'aux Antilles, on a un peu ce côté un peu nombriliste où on n'a pas voyagé, mais on croit qu'on connaît tout. J'ai été confronté à ça quand j'ai commencé, dans le sens que moi, je me voyais à l'époque, Kalash n'était pas connu, mais mélanger un Kalash avec un Kassav, mélanger un artiste de underground avec un artiste connu, mélanger un son soca avec un son dancehall. En fait, j'avais déjà une vision cosmopolite internationale de la musique où il fallait mélanger les styles. Et j'écoutais beaucoup de styles de musique différents, donc je me disais, mais pour faire de l'argent, pour faire du business, je ne peux pas me contenter que de mixer du zouk ou de la dancehall. La Caraïbe est grande, le monde est grand. Donc je ne peux pas me contenter d'un game minuscule comme ça, non. Je veux apprendre à mixer plein de trucs. Et donc de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai rencontré des personnes de communauté juive, des blancs, et puis j'ai investi, j'ai payé mon billet d'avion, je suis parti voir des événements où je mixais pas à Paris. Et j'ai vu différents types d'événements. Donc je me suis retrouvé à mixer dans un endroit qui s'appelle le Comptoir Général avec Jackie et Benji, des Nègres Marrons. Des Nègres Marrons, Et ils m'ont donné des conseils énormes. Surtout Benji, le plus grand, et un échange énorme. Et de voir que le Comptoir Général, qui était un bar parisien à connotation afro, très africaine, très marquée, était tenu, créé par des blancs. C'est ouf que ces mecs-là avaient plus envie de créer la culture africaine. Donc ça m'a donné tellement de trucs. Donc en 2012, j'ai continué. Et puis après, j'ai eu mon fils dans la même année. Donc j'ai dû arrêter la musique 1 an et demi. Donc j'ai fait des études d'architecture d'intérieur. J'ai travaillé dans le mobilier de bureau. J'ai commencé un BPGEPS
dans le sport, toujours ouais. dans le sport. Ouais. Et donc ça m'a donné aussi des cartouches en termes de business parce que j'ai eu une approche envers les jeunes. Être confronté à des jeunes qui sont encore au collège, voir comment ils pensent. Être confronté à des chefs d'entreprise. J'ai travaillé avec défunt M. Roger Roseau, au Rond-Point. Ouais, Rond-Point. Ouais. Travaillé avec des gens à la Galeria et tout, mais donc, ça n'a rien à voir avec la musique. Mais j'étais déjà DJ, j'avais juste arrêté parce que j'estimais qu'un enfant, il n'a pas demandé à tout le monde. Donc, il faut que j'arrête au moins 1 an et demi, le temps qu'il puisse rentrer à la crèche. Et j'avais des gens proches de moi qui me disaient, écoute, tu n'as pas les épaules pour être un grand DJ. Le niveau que tu vas avoir en tant que DJ, tu ne l'auras pas. En Martinique, tu ne seras jamais un grand DJ. Il y a un top 10 des meilleurs DJ. Tu ne seras jamais dedans. Ta façon de voir la musique, ta façon de te promouvoir en tant que DJ, c'est pas comme ça que ça fonctionne aux Antilles. Si tu mixes pas, et je peux donner des noms, ce sont des organisateurs, des promoteurs qui m'avaient sorti ça à l'époque. Si tu mixes pas comme Gilles, comme Klein, comme Jeff, comme Concadi, comme Jairo, et Jairo c'est un de mes modèles, il était déjà précurseur. Ou comme un tel, écoute, tu ne seras jamais un grand DJ, tu ne seras jamais quelqu'un de reconnu et connu pour ce que tu fais. Tu aimes trop la mode, un jour tu es habillé en col V, un jour tu es habillé en large, un jour tu viens, tu veux mixer de l'électro, un jour tu veux mixer du reggaeton, un jour tu veux mixer de la soca. En fait, il faut avoir une étiquette. Et je me disais non, mais pourquoi coller une étiquette à un DJ en fait? Un DJ peut être international, mais d'origine caribéenne, francophone en fait. C'est comme ça que tu te définis? Un peu, ouais. Ouais. Et du coup, quand ils m'ont dit ça, j'avoue que je suis un mauvais perdant. Et ça, c'est le sport qui m'a appris à être compétiteur. À 15 ans, jouer en division d'honneur au foot, être au pôle espoir, ça te donne un mental. Et je remercie tous mes coachs pour ça. Ça m'a donné un mental énorme. Alors, il y a une des choses qui te caractérise, et tu vas nous en parler, c'est ce rapport particulier à Kalash. On sent qu'entre vous, il y a quelque chose d'assez singulier. D'abord, votre rencontre. Et en quoi votre rencontre finalement va déboucher sur cette collaboration et le fait qu'on a l'impression qu'il a besoin de faire beaucoup de choses, mais il faut que tu sois là à certains moments. Comment vous vous rencontrez? Jacques Kalash et moi on se rencontre à l'âge de 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Parce que j'étais dans le crew. Donc tu n'es pas Killers, il n'est pas encore Kalash. Moi je suis déjà Killers parce qu'on m'appelait le Killer parce qu'avec une frappe de balle, j'avais cassé l'avant-bras d'un pote à moi au football. Ah d'accord. Et du coup, on m'appelait le tueur. Mais étant fan de Dragon Ball Z, étant de la Kamikaze Crew, donc on m'avait appelé Killers avec le Z. D'où Dragon Ball Z et Kamikaze Crew. J'étais grand fan de Dragon Ball Z. Je dessinais tout le temps des DBZ et tout, bref. Donc mes amis m'avaient créé ma première adresse MSN, Killers972. Et c'est resté. C'est resté. Et Kalash, il avait un autre nom à l'époque. C'était Dr Jekyll, mais Kalash est venu très tôt. Très tôt. Et on s'est rencontrés dans les crews underground à Gondo. Je salue Chica Gondo, Flox, Vince, tous les gars de l'époque. En fait, on avait cette envie de promouvoir la musique caribéenne, mais d'une autre façon. On faisait des instrus, on toastait, on dansait. On voulait faire des shows, on avait le Noblesse Crew, c'était des danseurs. En fait, on était déjà dans cet esprit corporate que vous pouvez retrouver maintenant dans mes shows à la Baca, par exemple. Ouais. Ou depuis 2015, mais je viens avec danseurs, photographes, vidéastes et tout. Donc, et c'est comme ça qu'on se rencontre. Et je crois en lui direct. Ouais, je crois en lui direct. Quand je l'écoute chanter dans des anniversaires. On a du mal à l'imaginer chantant dans des anniversaires. J'ai des photos. Hein. Et pourtant. J'ai des photos où moi, j'ai des toutes petites tresses. Et lui, il a un afro. Et on est tout queuse comme ça. Et il arrive. Déjà, toujours le même flow, le même charisme décidé. Il arrive avec son CD gravé et c'est parti. Ouais. Et on retournait des anniversaires, les gens ils avaient mal aux pieds après. Donc c'est d'abord une histoire d'amis. Oui. Parce que pour beaucoup de gens, c'est une rencontre artistique, mais vous, c'est d'abord une rencontre amicale. Voilà. Et après, quand il a commencé à faire des sons, vraiment pas connus nationalement, mais des sons sympas, ben je les jouais déjà en soirée, même s'ils n'étaient pas hyper connus, c'était des sons underground. Et ils commençaient déjà à buzzer. C'était avant Prompier, avant le succès de Prompier. Largement avant. Ouais. Et après, quand il y a eu Prompier, il y a eu son premier album. À l'époque, comme j'avais arrêté la musique, donc je m'occupais des galeries marchandes par rapport aux exposants et tout. Et je l'avais fait venir faire une séance de dédicace pour le promouvoir sa musique. En même temps, je récoltais des fonds pour la Croix-Rouge. Et donc il était venu avec Kevin Parsemin, qui est mon ami. Oui, tout à fait. Il était capitaine de l'équipe de football avec qui on est comme ça. Parce qu'on a joué ensemble,
On a fait sélection ensemble, on a fait le pôle ensemble. Donc pour moi, figure emblématique du football martiniquais, jeune, figure emblématique et future grande star hein, pour moi de la musique martiniquaise, c'était ces deux mecs-là. Et en 2012, je les avais invités au centre commercial Périnon pour une séance de dédicace pour son album et des encouragements pour l'équipe de sélection de Martinique. Donc les deux étaient parrains de l'événement que j'avais organisé pour la collecte de fonds de la Croix-Rouge. Dans le cadre de mon travail autour de l'architecture d'intérieur où je m'occupais des centres commerciaux, je plaçais des exposants, etc. Et Killers, ce qui te caractérise, c'est qu'il y a un nombre impressionnant d'endroits où tu t'es produit. Quels sont tes souvenirs les plus marquants? Alors, on sait que tu as fait Bercy, mais pas que. Tu t'es produit dans d'autres pays. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que tu estimes, à travers ce que tu fais, être un précurseur pour la musique martiniquaise, la musique caribéenne, être quelqu'un qui contribue à exporter cette musique? Alors clairement, en tant que Martiniquais et fier de l'être, j'estime, et c'est mon devoir de mettre ma pierre à l'édifice, d'être ambassadeur, de contribuer, c'est vraiment une mission. Et de donner un espoir aux jeunes, de leur montrer que moi je suis parti de rien et que c'est possible. Mes mercredis, je l'ai passé à Trenel chez ma mamie, j'avais pas un rond. Mes parents se battaient dur pour essayer d'être titulaires dans leur métier. Ils m'ont toujours donné le meilleur de ce qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient pas les moyens, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et je me sentais comme riche, mais comme on dit, rich in love. J'étais riche en amour en vrai, tu vois. Et j'estime être un précurseur, oui, parce que je me suis fait taper sur les doigts pour des choses que maintenant tous les jeunes DJ font, avoir un photographe, un vidéaste. Genre, mes premières tournées, quand j'ai eu mes premières dates, je me souviens à Toulouse, Bordeaux-Montpellier, j'étais tellement excité que je suis allé sur Paint ou un logiciel de l'époque, j'ai pris une photo à moi, et puis j'ai écrit toutes mes dates, et j'ai fait un cover, et j'ai mis ça sur MSN, sur Facebook, et je disais DJ Killers Tour, je me prenais vraiment au sérieux. Et ça m'a valu un peu de boycott et tout, il a la grosse tête, il est prétentieux, moquerie aussi, il se prend pour qui et tout, mais je m'en battais les couilles, clairement, avec le respect que je dois, mais quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait ce qu'on est, il faut rester focus. Et tôt ou tard, aujourd'hui, ça paraît pour n'importe quel DJ, tous les DJ le font. Évident, tout le monde le fait aujourd'hui. Tous les DJ le font, maintenant quand ils vont dans des shows, ils ont un caméraman qui les accompagne pour immortaliser. Mais moi à l'époque, après mes études, j'avais cet esprit justement de, mais si personne ne filme ce que j'ai fait, je peux le raconter à quelqu'un. Qui me dit qu'il me croit. Donc vaut mieux le filmer. Donc j'investissais, c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais des cachets miséreux, mais je m'endettais pour payer le billet ou payer la mission du caméraman pour filmer mon événement, pour payer des danseurs parce que je me disais mais il faut que j'apporte de la qualité. Et après avoir fait la première partie du show de la fouine où j'ai juste mixé, j'étais hyper déçu de moi. Je m'en voulais. De ne pas avoir... Tu as fait Bercy, tu as fait... Zénith. Olympia. J'ai fait 2 hippodromes de Vincennes, mon nom propre. C'est-à-dire que j'étais headliner, j'étais la cerise du gâteau de l'événement, 2 années de suite à l'hippodrome de Vincennes, donc 2022-2023. D'autres pays aussi, on imagine? Oui, j'ai fait l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, plein de villes. J'ai fait Barbade dernièrement, j'ai fait le NSC Artistic Festival où il y avait Berry Samon, Nio et Kofi, et Pop Can. J'ai fait aussi la Dominique, la Barbade, Sainte-Lucie, un festival où il y avait Wayne Wonder et tout. J'ai fait Saint-Martin, Saint-Barth, plein de destinations comme ça, Budapest, en Hongrie. J'ai fait aussi la Suisse, la Belgique, pas mal de pays. Justement, mais comment est perçue la musique caribéenne dans les endroits assez éloignés de la Caraïbe à la base? J'ai une anecdote qui est assez cocasse. La toute première fois que je mixais à Budapest, je m'entête à jouer du Kalash. C'est des Hongrois. Ils parlent même pas français. Quand tu lis ce qu'ils écrivent, tu te dis mais toutes les lettres n'ont pas de sens l'une derrière l'autre. Le lendemain, un mec me tag sur Insta en écoutant Bendo. Et c'est un Hongrois parce qu'il a chasamé le son. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ouf. La musique n'a pas de frontières, n'a pas de limites. C'est une question de vibe et d'énergie en fait. Et c'est à nous de véhiculer cette vibe-là. Et c'est pour ça que je reviens à la question principale. En tant que Caribéen francophone, antillais, j'estime que ma mission est d'être un ambassadeur. Mais vraiment... Alors, on va aborder quelque chose qui va peut-être t'agacer un peu. Tu défends cette musique, le dancehall, et ses dérivés,
on va dire. Pourtant, c'est une musique qui est assez critiquée chez nous par certaines personnes qui ne lui reconnaissent pas son statut de genre musical. Je te laisse répondre. C'est parce qu'ils comprennent. C'est très simple. Hein. Ils vont écouter Murder She Wrote ou Ganina Baggy à l'ancienne. Si ça se trouve, c'est sur ça que nos tatis ont fait, nos cousins, c'est sur ça que je suis né. Mais ils ne comprenaient pas les paroles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends tout à fait. Du coup, c'est clair que maintenant qu'il y a une musique chez nous qui est délibérément libre de parole, parce que les nouvelles générations estiment qu'elles ont le droit de dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent. Donc les paroles sont plus crues. Du coup, comme on comprend, ça dérange. Ouais. Mais à l'époque où on écoutait les premiers Vybz Kartel, on écoutait du Buju Benton, on écoutait du Wayne Wonder, on écoutait du Chabarangs, Patra, etc. Tu vois, il suffit de se poser, de traduire les textes pour voir qu'au jour d'aujourd'hui, aux Antilles françaises, on est exactement dans quelque chose qui se faisait il y a 20, 30, 50 ans. C'est juste parce qu'on le comprend. Donc on a ce souci d'éthique et d'ego où ça ne plaît pas. Alors qu'en fait, il faut assimiler cette musique à de la récréation, à de l'amusement. Pas de la culture et à de l'éducation. Moi, j'assimile une soirée à une récréation. Il y a des moments où tu vas apprendre des choses. Donc culturellement, tu vas voyager, musicalement, tu vas écouter plein de genres. Et il y a des moments récréatifs, comme une récréation à l'école, où tu dois lâcher les chiens, tu dois t'amuser et prendre les paroles à la légère. Et tu penses que nous devons y aller? Le fait que nous ayons les artistes, les DJ, il faut y aller parce que ça reste un business, ça reste quelque chose que nous avons quelque part contribué à créer et ça serait dommage qu'on ne profite pas de ces retombées. C'est ça que tu veux dire? Et je serais très sérieux sur ma réponse. Ce serait encore plus dommage qu'on ne s'approprie pas ce qui nous appartient. Parce que là, aujourd'hui, au Japon, ils vont jouer de la dancehall. À Paris, les DJ négropolitains ou les DJ français s'approprient nos musiques et font des soirées dancehall, des soirées chata. Alors que ça vient de chez nous. Alors nous, il faudrait que, même si on continue à garder une image cosmopolite, éclectique, parce qu'on a un gros melting pot de culture aux Antilles, mais il faut quand même, au même titre que le zouk qui nous appartient, qu'on soit conscient et fier d'une nouvelle génération qui apporte un autre style de musique. On n'est pas obligé de tout valider, mais dans son genre en général, dans son ensemble, j'estime que c'est notre musique. Et il ne faut pas laisser des gens s'approprier et décider de dire que c'est notre musique. Parce qu'en vrai, pendant des années, on disait on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Ben, des gens ont aimé. Et on fait des business, même des festivals, même des concepts, sur ce qu'on devrait nous exporter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette musique, c'est auto-exporté par finalement sa qualité. Tu crains qu'on fasse la même erreur que pour le zouk? Mais clairement. Mais je ne pense pas que ça arrivera parce que la nouvelle génération de DJ, ils ont faim et ils sont fiers de promotionner. Je vais nommer Chinoax, Natoxy, T-Fish et d'autres que j'oublie les noms. Mais pour ne citer que ces trois jeunes-là, ils ont été des précurseurs et des ambassadeurs du chata, de la dancehall nouvelle génération à La Réunion. Par exemple, Chinoax, T-Fish, Natoxy, c'est des empereurs à La Réunion. Ils sont même plus cotés qu'en Martinique. C'est pas normal. Tu es connu donc pour être DJ Killers, donc animateur d'événements, DJ, sauf qu'en réalité, ton métier est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet finalement, avec plusieurs facettes. Alors, explique-nous avec des exemples notamment en quoi consiste l'activité de Killers. Je suis mon propre booker, mon propre manager, mon propre directeur artistique. D'accord. Donc je gère tout de A à Z. Donc ma stratégie de communication, donc ça demande de la veille média, ça demande de la réflexion pour savoir sur quel segment se positionner, où je veux aller, où je me vois dans 1 an, 2 ans, voire 10 ans. Le booking, donc répondre aux mails, regarder le marché, savoir sur quel tarif se positionner, où se positionner, quel est mon chaland moyen, ma zone de chalandise moyenne.
Je parle de des générations. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des enfants de 9 ans qui vont me reconnaître dans la rue. C'est ouf. J'aurais jamais imaginé ça dans ma vie. Mais le travail a fait que. Tu vois. Avoir des partenaires aussi, un rôle aussi d'influenceur. Conditionner et orienter la jeunesse vers des choses positives. Montrer effectivement qu'on a du luxe, du bling-bling, des choses, mais on les a eues par le travail, par les sacrifices. Parce que je fais 7 nuits blanches par semaine, parce que je voyage énormément. Là aussi, les billets d'avion, s'organiser avec les promoteurs, les organisateurs, comment gérer ça. Ben, les interviews comme ce qu'on fait aujourd'hui, le placement de produits. Parce que tu es DJ, donc tu es un influenceur, mais il y a du branding autour. C'est-à-dire qu'autour d'un DJ, tu fais de la communication pour des casquettes, pour des vêtements, pour du matériel de sonorisation, pour des bijoux, pour plein de choses. Donc du coup, ça te permet toi aussi d'avoir certaines gratuités, d'avoir certains avantages, mais il faut aussi que le partenaire qui fait appel à toi ait une rentabilité. Cette rentabilité-là, ça se travaille pour une stratégie de communication, pour savoir comment le mettre en avant. Ça. Et autre chose, ben, par rapport à mon travail avec LH, on en parlait en off, ben, sur tous ces shows, j'ai un gros travail de réflexion. M'orienter par rapport à la cible, par rapport au lieu, par rapport à la ville dans laquelle on va. Si c'est une ville à connotation plutôt urbaine, donc le show sera différent. Si c'est une ville à connotation plutôt anglophone, quand on va à la Dominique par exemple, ou dans les îles anglophones, ou à Miami par exemple quand on a fait le Sumfest. Par exemple pour la Dominique, j'ai fait une intro avec Jeff Joseph. D'accord. Tu vois, parce que c'est un emblème là-bas. Ouais. Il y en a en trop aussi. Pour la Holiday Inn, on voulait générer de l'émotion, créer des surprises. Et il y a eu même la pluie. Donc, ça, c'est une sacrée surprise. Ouais. L'intro en mode Naruto de Tombolo et il se met à pleuvoir, c'est ouf. Ça arrive plusieurs fois. Hein. Ouais, exact. L'intro de Changes de Tupac et il y a Tekken qui commence derrière. Ce sont des idées que j'essaie de matérialiser avec lui. Et il me fait confiance et merci à lui pour gérer la tracklist, l'ordre des sons. On se concerte. Je dis ouais mais je vois ça comme ça parce que tu peux entrer comme ça, machin. Il me dit ouais j'ai envie d'entrer comme ça et on discute. Et mon travail c'est ça. Parallèlement à ça, le show par exemple aux Flammes où j'ai pas pu être présent, il fallait réfléchir à un show avec un ordre de son stratégique, choisir les sons de façon stratégique, choisir les transitions de façon stratégique parce que c'est pas les mêmes vitesses pour les faire entrer pour que ça surprenne et émeut le public. Alors c'est terrible ce que vous avez fait parce que quand l'extrait est sorti, ça a été interprété comme, alors une espèce de compile. Ouais, c'est le but. Alors, c'est sorti comme ça, c'est comme si c'était quelque chose qui avait été créé. Et tu confirmes effectivement que c'est une volonté spécifique, stratégique de faire ça. Oui, et Clara a son rôle important derrière. Clara, c'est vraiment... c'est un exemple pour moi en tant que femme déjà, et c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a des super idées, qui nous laisse nous exprimer en même temps, quoi. Et elle me fait confiance et ça transcende d'avoir quelqu'un derrière qui te fait confiance et qui t'aide à donner le meilleur de toi-même sur scène. Tu es aussi un créatif. J'adore ça. Je passe mes journées à faire ça. C'est-à-dire que j'ai créé un crew, j'ai Cassette Gang avec deux amis d'ailleurs, Grizzly et Don Jano que je salue. On passe nos journées à imaginer des remixes de sons, des intros de festivals, des intros de sons. Et même pour les différents festivals que je fais, la Baca, la Holiday Inn, ou quand je me produis dans d'autres pays, il faut tout le temps que je crée quelque chose. Je ne peux pas me retrouver sur scène et faire exactement les mêmes choses. C'est pour ça que être juste un animateur d'événements, c'est pas mon métier. C'est pas ton métier. Non. Moi, je suis un businessman, DJ, et j'estime être sans prétention aucune, à mon stade et après plus de 15 ans d'expérience, on me le dit, enfin, ça vient pas de moi. D'après ce qu'on me rapporte, que je suis passé du stade de DJ à artiste. Parce que sur scène, je propose un vrai show. Et même quand je me produis en soirée, on me dit qu'il se passe quelque chose. Il y a une culture, il y a une découverte et en même temps, il y a des classiques revisités. Et j'essaie d'emmener les gens dans un univers, de partager une énergie positive, un mindset et on va dire une connexion, quoi. Killers, c'est une marque. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à le devenir avec la grâce de Dieu. Et j'espère que ça continuera sur cette lancée. Ouais. Mais c'est une marque et tu l'assumes. Oui, clairement. J'estime que Killers fait partie de ma personnalité. Et dans la vie, pour réussir, il faut être authentique. Il ne faut pas jouer de rôle. Parce que tôt ou tard, le château de cartes s'effondre.
Et comme on dit, et mon père me l'a toujours dit, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Et c'est comme beaucoup de DJ peut-être qui trichent. Maintenant avec les réseaux sociaux et les nouveaux matériels, n'importe qui peut devenir DJ. Oui. Mais c'est sur scène qu'on voit ce que tu vaux. Quand je me suis retrouvé tout seul sur scène à l'Olympia, j'aurais pas pu tricher si je savais pas mixer, si je savais pas lever une foule. Pareil pour le Zénith, pareil pour Bercy. Tu es tout seul, tu as tes platines. Et ça, c'est le football aussi qui m'a apporté. J'ai un coach qui me répétait souvent, il s'appelait Guy Michel Nizas. Il disait, il y a 22 joueurs sur un terrain, il n'y a qu'un seul ballon. Si tu as le ballon dans le pied, t'es qui? T'es le maître du jeu. Donc c'est à toi de prendre la bonne décision avec le ballon. Pareil, quand tu es DJ, quand tu es sur scène, quand c'est ton tour de mixer, tu es le maître du jeu. Tu as tes platines, ton ordi, ton cerveau, ton mindset. Et tu as la foule. Ce qui est frappant dans cette interview, c'est que tu as cité beaucoup de gens, peut-être sans t'en rendre compte. Tu leur dois tous quelque chose. Ben, j'estime que je leur dois la connexion qu'ils ont eue avec ma manière de voir les choses. Parce qu'en fait, j'ai toujours essayé d'être moi-même, d'être bienveillant, d'avoir des valeurs, d'aider mes prochains. Il y a plein de jeunes DJ là, de 19-20 ans, ils pourront dire, il y a 2 ans, ils mixaient nulle part, ils m'ont dit, ouais, je veux devenir un DJ. Ben viens, accompagne-moi en soirée, viens. Et je vais te montrer le travail, et puis je vais te booker. Et après, tu fais tes preuves. Ben, j'estime que c'est comme ça. On te donne une opportunité, il n'y a pas de chance dans la vie. C'est ton instinct, ton travail, et qui tu es qui fait ta chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a que des opportunités, des moments. Après, c'est ce que tu vas en faire qui va créer un destin ou une chance. Quand tu dis, ouais, j'ai eu la chance de faire ça, non. J'ai pas eu la chance d'être booké 2 fois sur l'hippodrome de Vincennes. S'ils avaient tapé sur Google, comme ils m'ont dit, ils ont cherché DJ caribéen, ils ont regardé mes interviews, ils ont regardé mes shows, ça leur plaisait pas, ils m'auraient pas pris. Donc c'est une opportunité. Arrivé sur scène, je suis tout seul. Si j'étais pas bon, ils m'auraient pas rappelé. Pareil pour mon travail avec Kalash. Si j'étais pas bon dans ce que je fais, même l'amitié n'aurait pas suffi. Ben, j'estime que c'est un professionnel avant tout. Il a une carrière à mener. On serait resté proches, on serait resté poteaux, amis, tout ce que tu veux. Mais je serais d'accord avec lui parce que la qualité de mon travail n'aurait pas été une valeur ajoutée comme on en parlait tout à l'heure. C'est quoi la valeur ajoutée de quelqu'un? N'importe qui peut être DJ maintenant au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je serais booké sur une soirée et pas quelqu'un d'autre? Parce que quand on fait l'addition des pour et des contre, il y a une valeur ajoutée que quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme notre DJ peut apporter plus qu'un autre. Killers, c'est aujourd'hui un nom qui est bankable. Oui, on peut le dire. Mais sinon, je n'aurais pas travaillé. Alors, je me bats tous les jours pour me renouveler. Parce que les nouveaux jeunes DJ, ils y vont à fond. Mais je me sens pas genre, waouh, je comprends rien, tu vois. Au contraire, j'ai l'impression d'être enfin, maintenant, dans le bon timing. Avant, quand je voulais jouer certains styles de musique, c'était pas bon. La foule ne dansait pas. Mais je continuais, tu vois, parce que je me devais justement de garder ce rôle d'ambassadeur, de culturel et tout, parce que... Et puis il y a des DJ aussi qui m'ont inspiré, ils ont été des précurseurs dans leur domaine, comme Moody Mac de la Guadeloupe, comme Jeda qui était l'un de mes mentors, comme aussi Jairo à l'époque, qui dans le côté caribéen, dancehall, Zouk, c'était l'un des premiers DJ à faire des compiles, quoi. Jeff, qui a sorti un album à l'époque, Jackson aussi. Ouais. Et ce sont des précurseurs et ils m'ont tous un peu apporté quelque chose qui m'ont permis de me créer moi avec ma qualité, mon authenticité, sans leur ressembler, sans pour autant copier, mais en me disant, ils ont fait ça pour le travail. Mais est-ce que tu te vois demain, par exemple, créer une compilation Killers Ah, j'aurais souhaité. Je suis un peu encore la tête dans le guidon. D'accord. Il faut que je commence à prendre du recul pour faire ce type de projet. J'ai sorti un son avec Lucity il y a 2 mois, qui sont des artistes de Sainte-Lucie que j'adore. Ouais. D'accord. Et j'ai sorti en 2019 un son avec Calax qui s'appelait Pontine Popoussi. Donc pour l'explication, c'est un peu le lyrics pour les faux en gros. Donc vous allez écouter le son Pontine Popoussi, c'est sur YouTube. Et j'ai pas eu le temps de sortir plus de sons que ça. Est-ce que tu aimes ça composer, permettre à l'artiste de s'exprimer? Ben alors,
Le beatmaking, c'est quelque chose que j'adore, mais j'estime que maintenant, au jour d'aujourd'hui, chacun son métier. Il y a des mecs qui sont doués dans ça, qui passent leur journée la tête dans l'ordinateur et qui arrivent à retranscrire mes idées mieux que moi. Parce que moi, je suis plutôt dans le show, j'aime aller sur scène, la communion avec le public, mes danseurs, mon équipe et tout. Et passer une journée en studio, c'est... J'ai l'impression de perdre du temps parce que je ne peux pas me concentrer sur autre chose. Étant, comme je vous ai dit, mon propre booker, propre manager, c'est compliqué. Donc, je compose un peu, mais je vais aller en studio, j'irai en studio avec des beatmakers et on va travailler ensemble pour retranscrire les idées que j'ai dans ma tête. Donc, en vrai, oui, je fais de la production et du beatmaking, mais pas proprement dit. Je travaille avec des beatmakers et je suis à la direction. Voilà. Pour clôturer cette interview, parlons franchement. Tu vis de ça et tu estimes bien vivre, d'avoir les revenus suffisants. Alors, c'est jamais suffisant les revenus, mais est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, ton activité te permet de vivre décemment et de pouvoir financer tes projets? Je suis quelqu'un d'assez modeste dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai des objectifs, je vais prendre 8 mois, 9 mois pour économiser, pour m'acheter ce que je veux. Et j'aurai pas de problème. Donc on va dire que je vis décemment et j'ai pas à me plaindre compte tenu de ce que je vois dans le monde entier. On peut toujours gagner plus. Quand je vois des fois j'ai des cachets supérieurs à ce que moi je pensais demander, je suis content. Mais je serai toujours le mec quand par exemple quelqu'un n'a pas les moyens mais il a besoin de moi, dans la mesure du possible, je le fais. Après il faut faire bouillir la casserole quoi, tu vois. Et puis j'ai un petit garçon. Ce que je veux c'est son bonheur, donc il m'apporte des bonnes notes à l'école, il est adorable, donc et puis il a un bon mindset, donc et puis même s'il n'avait pas tout ça, mais dans tous les cas, il faut être présent et aider son prochain et déjà commencer par aider ma propre famille, donc j'estime vivre décemment. Et tu sais ce que tu veux pour les 5-10 prochaines années, tu as une idée? Oui, clairement. Clairement. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi, assez visionnaire et surtout l'expérience et la période Covid m'a appris à prendre plus de recul et à réfléchir sur certains facteurs différemment. Donc oui, clairement, j'ai plusieurs idées de comment je me vois ou où je me vois dans les 5-10 prochaines années. Ouais. Tu vis en France ou tu vis en Martinique actuellement? Alors c'est un suspense. Tu fais l'aller-retour? Pour beaucoup de personnes, j'habite à Saint-Martin. Je sais pas pourquoi ils disent ça. C'est vrai que j'y suis souvent, mais non, j'habite pas là. J'habite pas en France non plus, j'habite en Martinique. Ouais. D'accord. Mais est-ce que du coup pour ça, tu perds des opportunités des fois, ou au contraire ça t'offre des opportunités le fait d'être en Martinique? Alors je vous avoue que vivre en Martinique n'est pas forcément un frein. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'arrive à toujours trouver une possibilité, une opportunité dans tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que pour certains types d'opportunités dans ma carrière et dans mon évolution, que ce soit en tant que modèle photo, influenceur, DJ, je rate certaines choses en n'étant pas en Europe ou aux États-Unis par exemple. d'accord. Parce que des fois des personnes auraient aimé sur le moment que je sois là et je peux pas des fois annuler des dates ici pour partir. C'est pas respectueux envers les promoteurs, les organisateurs, les patrons de lieux qui ont besoin de moi et qui me font confiance pour leur business. Il y a des fois quand c'est 3 semaines, un mois à l'avance, ils acceptent de me laisser partir, mais à force, au bout d'un moment, ils me disent bon vas-y, on va plus t'appeler. Et c'est tout à fait logique. Donc c'est un frein, un peu, mais je l'assume et je suis fier de vivre ici parce que j'aime mon lifestyle ici, j'aime voir ma famille, j'ai mes amis d'enfance qui sont là et puis ça me ressource beaucoup. Je voyage énormément, même des fois une dizaine d'avions par mois. Mais je suis fier de rentrer chez moi et de me ressourcer auprès de mes proches, quoi. De voir mon chien, de parler avec lui comme si c'était un être humain, des choses comme ça. Elle a la rivière? Non, je suis pas trop rivière, je glisse souvent sur des roches et à chaque fois que je tourne, ça me fait mal. Et ça m'empêche d'aller à la salle. Mais blague à part, juste prendre mon Jeep et puis rouler, m'occuper de mes animaux, passer du temps avec mon fils, comme lui il vit ici avec sa mère, et mes proches, mes amis, des petits moments simples. Hein. C'est vrai qu'on voit du bling bling, on voit un artiste et tout, mais moi, ce qui me rend heureux, c'est des proches
une petite grillade. J'adore manger. Un bon petit verre de jus, une discussion sympa. Ouais. Ça me nourrit et ça me ressource pour continuer à évoluer. D'accord. Et vis-à-vis de la Martinique et du patrimoine, quelle est la chose qui t'inspire le plus en Martinique, niveau culturel? La chose qui m'inspire le plus en Martinique, et peut-être que je risque de me faire taper sur les doigts pour ma réponse, mais j'assume, c'est qu'en fait, ça me casse les couilles de voir qu'on est l'une des îles qui a le plus de potentiel dans la Caraïbe. Et je vais loin, plus que Saint-Martin, plus que Saint-Barth. Mais si on se bougeait, je ne parle pas de moi spécialement, mais les instances vraiment hautes, Ouais. par exemple pour transformer la baie de Fort-de-France, qui est l'une des plus belles baies du monde, je crois. Ouais. Je Oui. crois qu'on est, nommé. Enfin, on est dans Ouais, le classement on des est plus bien, belles ouais. du monde. Ok. Vous avez vu Ocean Drive? On mérite d'avoir une baie comme ça avec du sable, une salle de sport extérieure, et puis des belles boutiques de devanture. Parce que quand les croisiéristes arrivent, ils voient que dalle. Ouais, c'est vrai. Et on a. Mais juste, il faudrait qu'on prenne conscience que la Martinique, c'est un diamant brut et qu'on a un potentiel énorme et que les mentalités devraient évoluer. Et qu'au niveau politique, touristique, on devrait prendre une ampleur énorme. Parce que quand je vais à Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Barth, etc., Antigua et tout, on n'a rien à envier à ces gens-là. Et pourtant, ils vivent plus du tourisme que nous, quoi. Et je suis fier d'être martiniquais parce que je sais qu'on a ça et que les gens qui viennent disent waouh, mais je suis déçu qu'on ne l'exploite pas assez. Voilà ma réponse. D'accord. Merci Killer. Merci beaucoup. Merci à vous les gars, beaucoup, merci pour merci. l'invitation.